C'est pas le pot de fleurs le plus cool du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie de la vidéo sur l'étalonnage des couleurs. Alors, dans la première partie, on avait beaucoup parlé de l'histoire de l'étalonnage, l'intention qu'on devait mettre derrière un look, etc. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien en description et elle apparaîtra quelque part par ici. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment de rentrer dans la pratique et de voir concrètement, comment on fait pour traiter notre image et pour lui donner un look. Alors, pour réussir à bien traiter son image et à lui appliquer un look, il faut d'abord passer par pas mal d'étapes. Et la toute première, ça va être de bien configurer votre appareil. Aujourd'hui, si vous filmez une vidéo avec votre appareil photo, votre téléphone ou votre GoPro, vous aurez généralement une vidéo qui va être déjà très plaisante. Il y aura une bonne saturation, un bon contraste, une bonne netteté. Enfin bref, c'est une vidéo qui sera déjà prête à être visionnée, à être partagée, etc. Et ce qui fait que cette vidéo va être directement exploitable, ce sont tous les traitements automatiques qui vont être appliqués par votre appareil sur votre image. Mais nous, justement, ça va nous causer problème, parce qu'on veut pas les traitements de l'appareil, on veut appliquer les nôtres. C'est notre look qu'on veut mettre, et pas celui qui a été décidé par le constructeur de notre appareil. Et donc pour ça, il faut qu'on trouve un moyen de retirer, ou plutôt de minimiser, les traitements automatiques qui vont être appliqués à notre image. Et donc ça, il y a un moyen assez facile de le faire, et c'est en passant par les profils d'image. Si vous avez déjà fait de la vidéo ou un peu de photo, vous aurez sûrement vu dans votre appareil photo les profils d'image. Souvent, ils s'appellent paysage, portrait, vif, et en fonction du profil que vous choisissez, votre image change. Elle va être plus ou moins contrastée, plus ou moins saturée, etc. Et ce qui est cool avec ces profils, c'est que dans une grande majorité des cas, vous pouvez les modifier. Et donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est choisir le profil qui vous paraît être le plus neutre possible, et ce profil le modifier pour baisser ensuite tous les curseurs à 0. C'est-à-dire la saturation 0, le contraste 0, la netteté 0. Comme ça, vous avez réduit vraiment au strict minimum les traitements automatiques que peuvent appliquer votre appareil et ça permet d'avoir quand même assez de latitude et une bonne base pour appliquer notre propre look à notre image. Mais alors, effectivement, si on veut faire les choses dans les règles de l'art, c'est pas vraiment comme ça qu'on fait. À Hollywood, ils sont pas là en train de regarder les profils de leur caméra et à se dire « celui-ci est pas trop mal ». Non. En fait, si vous avez un appareil qui est assez orienté vidéo, vous aurez sûrement déjà vu ce qu'on appelle le profil log. Et le profil log, en fait, c'est un profil d'image qui a un rendu très plat, c'est-à-dire avec quasiment aucun contraste, aucune couleur, enfin bref, à regarder c'est dégueu, mais justement parce que c'est fait pour être étalonné ensuite. C'est le profil qui vous donne le maximum de latitude pour que vous puissiez affiner votre contraste, votre saturation, vos teintes, etc. Ah au fait, la musique que vous entendez en fond là, elle a été composée par mon pote Lunat et il fait vraiment des super sons. Alors je vous mets les liens vers son Deezer, Spotify, etc. en description et quelque part par là. Donc voilà, vous avez bien paramétré votre profil d'image pour qu'il soit le plus neutre possible, ou vous avez choisi le profil log, maintenant, faut aller filmer. Et le mieux, c'est que vous emmène avec moi. C'est parti! Ah, comment on met cette merde là? Let's go! I'm here to get what I came for. Bonjour. Tiens, on peut se serrer la main, j'ai un gant. Ah, c'est bizarre. Pas moi. Donc, juste avant de filmer, il y a deux choses auxquelles il faut faire très attention. La première, ça va être notre exposition. En vidéo, une image surexposée ou sous-exposée sera très difficilement rattrapable par la suite. Donc en fait, on veut s'assurer qu'on n'a aucune zone de notre image qui va être trop claire ou trop sombre. Bon, la gestion de l'exposition, ça sera un sujet à part entière, donc je vous mets un lien en description qui explique tout ça très bien. Et ensuite, la deuxième chose, ça va être notre balance des blancs. La balance des blancs, c'est ce qui va faire que notre image sera plus ou moins chaude. Donc généralement, on laisse ce paramètre en automatique et l'appareil va s'adapter à l'éclairage ambiant. Mais en fait, en vidéo, on ne peut pas se permettre de le laisser en auto car la balance des blancs risque de changer pendant qu'on filme, ce qui fait que l'image va soudainement devenir plus chaude ou plus froide. Donc dans notre appareil, on va chercher la balance des blancs qui paraît la plus adaptée et donc comme ça, on sait que la température de notre image sera déjà correcte et qu'elle sera fixe. Et voilà, il n'y a plus qu'à filmer. Bon allez, merci, à plus. I'm back. Bon voilà, tournage Quoi? Oui, c'est pas le même pull. Oui, c'est un faux raccord. Tournage terminé, maintenant je vais insérer cette carte mémoire dans mon lecteur de cartes et on se met au travail.
Alors juste avant de passer en mode tuto, je tiens vraiment à préciser que là ce que je vais vous montrer, la façon de travailler que je vais vous présenter, c'est vraiment ma façon de faire. Donc je dis pas que c'est la meilleure, c'est clairement pas la seule, il y a des milliers de façons d'arriver au même résultat. Et aussi tous les outils que je vais vous montrer là, eh ben vous les retrouverez dans les principaux logiciels de montage vidéo. Ça sera globalement la même chose. Et d'ailleurs vous êtes beaucoup à me demander quel est le meilleur logiciel de montage gratuit. Et ben la réponse elle est simple, c'est DaVinci Resolve. DaVinci Resolve c'est un logiciel qui a une version gratuite qui est ultra complète et dans cette version gratuite il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire des très bons montages vidéo. Et en plus, c'est vraiment le logiciel de référence pour traiter ces couleurs. Bon, assez blablaté, maintenant on se met au travail. Donc parmi ce qu'on vient de filmer, j'ai choisi de conserver 4 plans. Donc avant de rentrer dans mes outils, je vais juste rapidement expliquer ma démarche. Ma démarche, elle tient en 2 étapes. Donc la première étape, ça va être de traiter mon image pour la faire ressembler le plus possible à la réalité, à vraiment ce qui se trouvait devant mes yeux au moment où j'étais en train de filmer. Parce que ça va me permettre d'avoir une image de référence. Et après seulement, là, je travaillerai mon image pour vraiment la styliser et lui donner un look. Et donc, commençons tout de suite avec celui-ci. Donc pour mon image de référence, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Donc là déjà on voit que notre image affichée là, bon elle paraît correcte mais c'est vrai qu'elle est un peu fade, elle manque totalement de contraste et c'est normal parce que tout à l'heure quand on a modifié nos profils d'image, eh ben on a baissé le plus possible le contraste et la saturation. Donc le but là ça va être de lui redonner un peu vie. Donc pour ça on va utiliser un outil qui s'appelle les roues ou les color wheel en anglais. Donc en fait le principe c'est que notre image elle va être divisée en 3 parties. La partie à droite, qui ici s'appelle gain, va permettre de traiter toutes les hautes lumières dans notre image. Donc vraiment les parties les plus claires, comme là ici le ciel par exemple, ou les immeubles sur la droite. Ensuite au milieu, là ce qui s'appelle gamma, c'est tout ce qui va concerner les tons qu'on appelle intermédiaires, donc les tons un peu plus foncés, donc par exemple une partie des ombres là sur la colline typiquement. Et enfin la partie qui ici s'appelle lift, donc ça c'est pour gérer tout ce qui est les basses lumières, donc les zones les plus noires de notre image. Et pour chaque section de l'image, on a 3 fonctionnalités. La première fonctionnalité, ça va être de régler le niveau de lumière, régler l'exposition de la zone concernée. Donc là par exemple dans la partie gain, donc qui gère mes hautes lumières, j'ai envie d'augmenter la luminosité, hop, je prends ce curseur, je le monte. Et là je vois que dans mon image, j'ai augmenté la luminosité mais que des parties les plus claires. Donc ça je peux le faire idem pour chaque niveau de luminosité de mon image, donc là pour les tons intermédiaires et là pour les tons foncés par exemple. La deuxième fonctionnalité qu'on va retrouver, ça va être la possibilité de gérer la saturation. Donc pour chaque niveau de lumière, on a notre petit curseur et là disons que je veux augmenter la saturation des hautes lumières, et ben je vais monter mon curseur saturation et hop, on voit que là par exemple mon ciel et toute la partie directement éclairée à droite, là est beaucoup plus saturée. Et troisième et dernière fonctionnalité de ces roues, ça va être la possibilité de teinter notre image. Donc là, si je reste dans l'exemple de mes hautes lumières, je peux prendre ce petit curseur là et le déplacer. Et vous voyez, en fonction de là où je le déplace dans la roue des couleurs, eh ben, l'image va se teinter de la couleur correspondante à là où je suis dans ma roue. On trouve aussi généralement un curseur de saturation global qui permet d'augmenter la saturation ou de la baisser de toute mon image. Donc maintenant que j'ai présenté nos chères roues de couleurs, qu'est-ce que je dois faire pour créer mon image de référence? Et bien là, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que l'image était un peu fade. Donc généralement, une image est fade car elle manque de contraste et de saturation. Donc là, si on regarde le contraste, et bien pour ça, on a un outil qui va être très pratique et c'est l'histogramme qu'on trouve ici. Donc ça, l'histogramme, si vous avez déjà fait un peu de photos ou de vidéos, vous êtes peut-être familier avec ce graphique. Son objectif, c'est de nous montrer la répartition de la lumière dans notre image. Donc là, la valeur 0 tout à gauche montre les tons totalement noirs et la valeur 100 à droite montre les tons totalement blancs. Donc plus on va à gauche, plus on aura une image foncée, plus on va à droite, plus on aura une image claire. Donc pour ajouter du contraste, donc je prends la roue qui va concerner les basses lumières, les tons foncés, et je vais baisser sa luminosité. Et là on voit dans l'histogramme qu'on se rapproche du 0. Alors attention à ne pas le dépasser, sinon ça fait ça, l'image est trop noire, trop contrastée, on perd des informations dans les tons foncés. Donc le but voilà, c'est de se rapprocher du 0 le plus possible, mais toujours en gardant un œil sur le retour vidéo pour que notre image reste jolie. Et donc maintenant idem pour les hautes lumières, je vais essayer de me rapprocher du 100. Donc je vais dans la roue qui concerne les hautes lumières et j'augmente la luminosité. Voilà. Là j'ai pas envie de toucher complètement le 100 parce que c'était le lever du soleil, donc il n'y avait pas non plus une luminosité énorme. Mais donc voilà, déjà si on fait l'avant-après, bah c'est déjà un peu le jour et la nuit. Là on a une image beaucoup plus sympa à regarder déjà et qui ressemble beaucoup plus à ce que j'avais devant les yeux au moment où j'ai filmé. Une deuxième chose à faire donc maintenant, ça va être de voir notre saturation, donc de l'augmenter subtilement pour donner un tout petit peu plus de peps à notre image. Donc là bah, je vais prendre le curseur de saturation générale
et je vais le monter, donc voilà, pas trop parce que sinon on a une image qui est dégueu, donc on fait subtilement, ok, là je pense qu'on est bien et cohérent avec la réalité. Donc ce que je vais faire, c'est que ce traitement que je viens d'appliquer, je vais le nommer référence, et donc seulement maintenant, je vais pouvoir commencer à vouloir créer mon look. Et donc pour ça, le premier outil qu'on va vouloir utiliser, ça va être les courbes HSL. Et donc ça, les courbes HSL, c'est ce qui va nous permettre de traiter nos couleurs une par une. Donc HSL, ça veut dire quoi? Ça veut dire Hue, teinte en français, Saturation, saturation en français, et Luminance. Luminosité en français, mais je crois que luminance se dit aussi. Et ça, en fait, teinte, saturation, luminance, ce sont les 3 paramètres qui font une couleur. Donc la teinte va nous permettre de savoir si notre couleur c'est du bleu, c'est du rouge, c'est du jaune, etc. La saturation, ça va nous permettre de définir l'intensité de la couleur. Si la saturation est très haute, on va avoir une couleur très vive. Si elle est très basse, on va se rapprocher du gris. Et enfin, la luminance, c'est ce qui va nous permettre de savoir si notre couleur est plus ou moins lumineuse. Et donc là, les courbes HSL, elles vont nous permettre de jouer sur ces 3 paramètres indépendamment. Donc la première courbe s'appelle Hue versus Hue, donc teinte versus teinte, et elle va permettre de modifier la teinte de nos couleurs. Donc là, imaginons que j'ai beaucoup de bleu dans mon image, entre le ciel et le reflet dans la rivière, et j'ai envie de un peu modifier cette teinte de bleu pour lui donner un ton peut-être un peu plus turquoise. Donc là, je vais sélectionner toutes mes teintes de bleu, donc qui démarrent à peu près au turquoise et qui terminent là au début du magenta. Donc là j'ai ma plage de couleurs qui est sélectionnée, j'ai créé 2 points, et je vais vouloir créer un 3e point, et ce 3e point je vais pouvoir le bouger, et là vous allez voir ce qui se passe. Hop, si je le descends, mon image va vraiment tirer sur le vert, puis sur le jaune, puis sur l'orange. Et à l'inverse, si je le monte, là on va vraiment commencer à tirer sur le rose. Donc là j'ai dit quoi? J'ai dit que je voulais des tons bleus un peu turquoise, pas de problème. Je prends mon point et je le descends un petit peu. Et je m'amuse à naviguer à gauche, à droite pour voir vraiment le moment où ça rend parfaitement ce que je veux. Voilà. Donc maintenant, imaginons que je n'aime pas trop la couleur de la pierre à droite là. Que je trouve qu'elle fait un peu trop jaunâtre, voire avec un peu de vert, et que j'ai plus envie de lui donner un côté orange, voire rouge. Donc je sélectionne mes tons, disons, entre rouge et au début des tons verts. Donc là j'ai ma plage sélectionnée. Je vais placer un point entre les deux. Et pareil, je vais m'amuser à le descendre ou à le monter. Et je le place là où la couleur me plaît. Voilà, là ça me paraît pas mal. Ensuite, on va s'attaquer à notre 2e courbe qui s'appelle Hue versus Saturation et qui va permettre là pour chaque teinte de modifier sa saturation. Donc imaginons que j'ai envie de donner un côté un peu dramatique à mon image parce que je suis dans un thriller par exemple et que j'ai pas envie que le bleu de mon ciel pop particulièrement. Et donc j'ai envie de le désaturer pour que ce ciel soit un peu plus gris. Donc là comme j'ai fait tout à l'heure, je choisis ma plage de couleur bleue, je crée un point. Et là, vous allez voir que si je descends, hop, soudainement mon ciel devient beaucoup plus gris, alors que les autres couleurs de l'image n'ont pas bougé. Si je le monte, à l'inverse, il va devenir beaucoup plus bleu. Donc ici, on a dit quoi? On a dit qu'on le voulait plus gris. Hop, donc je descends la saturation de mes tons bleus. Là, on peut être pas mal pour le look qu'on veut donner. Imaginons aussi que toujours dans cette idée de vouloir donner un peu moins de vie à cette image, j'ai envie de réduire la saturation des tons verts qu'on a à gauche, là, dans les arbres. Et pareil, je vais sélectionner mes tons entre orange et vert, placer un point et le descendre. Et voilà, là vous voyez, les arbres sont quasiment gris, noir et blanc. Donc le but c'est pas non plus de totalement tuer la couleur, mais voilà, de faire qu'elle attire un peu moins l'œil. Et après, libre à vous aussi d'ajouter d'autres points pour être encore plus précis dans vos traitements. Donc vous pouvez ajouter autant de points que vous voulez, les déplacer pour vraiment arriver au résultat que vous souhaitez. Et enfin, donc, notre 3e courbe, ça va gérer la luminosité de chaque couleur. Donc là, on peut jouer avec pour, par exemple, vu qu'on voulait créer une image dramatique, on peut s'amuser à baisser la luminosité des couleurs bleues, ce qui va vraiment nous assombrir le ciel. Donc j'ai sélectionné ma plage bleue, et là, hop, je descends. Et là, on voit tout de suite que j'ai un ciel qui est beaucoup plus sombre. À l'inverse, si je le monte, mon ciel va être beaucoup plus clair. Donc là, vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai totalement baissé la luminance de mes tons bleus, mais on a ces espèces de franges là, ces artefacts dégueulasses qui sont apparus dans le ciel. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié en fait à mon nombre de bits. Parce que j'en ai que 8. En fait, la majorité des appareils photo grand public vont générer un fichier vidéo en 8 bits. Attendez, il me faut ça.
Un fichier vidéo 8 bits, ça veut dire que pour chaque pixel, je peux avoir 2 exposants 8 couleurs. C'est-à-dire que chaque pixel peut afficher 256 nuances de couleurs. Donc ça peut paraître pas mal, mais ça reste très loin du nombre de nuances de couleurs qu'on voit dans la réalité. Bon, ça me saoule. Et donc vu que chaque pixel ne peut afficher que 256 nuances de couleurs, moi là, quand je m'amuse à modifier mes couleurs, et ben forcément je vais tomber sur des valeurs qu'il ne connaît pas. Et du coup il ne les connaît pas, il va pas savoir les interpréter, et c'est ça qui va créer tous ces artefacts, ces petites franges dégueulasses dans le ciel. Alors si vous avez un appareil qui est vraiment dédié vidéo, et ben là vous pourrez filmer en 10 bits, et du coup pour chaque pixel là, bah ça sera plus 256 nuances de couleurs que vous pourrez afficher, mais 1024, soit 4 fois plus. Et du coup vous aurez beaucoup moins ce problème de franges qui apparaissent sur vos images. Mais donc plus il y a de bits, je peux vraiment pas dire ça sérieusement. Et donc plus vous aurez de bits, plus votre image sera facilement étalonnable parce qu'elle saura mieux interpréter toutes les nuances de couleurs. Donc là, ça me paraît pas mal. Par contre, il y a une toute dernière chose que j'aimerais faire, c'est vraiment faire ressentir au spectateur que à ce moment-là, il faisait froid. Et donc pour illustrer le froid, je vais là aussi jouer sur mes tons bleus. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est ajouter du bleu dans mes parties plus ombragées de l'image pour montrer que à l'ombre, on se les pèle. Donc d'abord, je vais revoir un peu mon look et réaugmenter la saturation des tons bleus. Sinon, le bleu que je vais ajouter ne va tout simplement pas se voir. Voilà. Puis je vais retourner dans mes roues et ajouter du bleu dans mes tons intermédiaires et mes tons foncés à l'aide de mon petit curseur de teinte. Je vais augmenter un peu la saturation de mes hautes lumières pour vraiment que la partie chaleureuse à droite de l'image ressorte. Et voilà, là je trouve qu'en ayant ajouté ces tons bleus dans les ombres, on a vraiment froid. Donc voilà, c'est tout pour cette image. On aurait pu créer un look totalement différent, mais je pense qu'il est temps de passer à l'image suivante. Donc pour cette image, je vais faire pareil que l'autre, en regardant mon histogramme et en utilisant mes roues de couleur. Donc je vais la normaliser pour créer mon image de référence. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Juste toujours augmenter un peu le contraste en diminuant mes basses lumières et en augmentant mes hautes lumières. Voilà, ça donne un peu plus de vie. Augmenter la saturation, alors tout doucement, parce que quand on a un être humain sur notre vidéo, ça peut rapidement lui faire des peaux beaucoup trop orange. Donc il faut vraiment y aller avec parcimonie. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors là, idem, je peux m'amuser à créer un look. Donc là voilà, j'ai la base de départ de mon look, mais ce qui va nous intéresser ici vraiment, ça va être les teintes de peau. Parce que ça, les teintes de peau, vu qu'on est humain, si on voit un ton de peau qui est pas réaliste, on va le reconnaître tout de suite. S'il y a un peu trop d'orange, un peu trop de vert dedans, on va le voir tout de suite. Donc ça mérite vraiment de passer du temps sur les tons de peau pour avoir l'image la plus réaliste possible. Donc pour ça, on a un outil qui s'appelle le Vectorscope. Le Vectorscope, c'est ça se présente sous forme de cercle. Et donc ça permet de voir la répartition de nos couleurs et leur saturation sur toute notre image. Donc plus mon image est saturée, plus on va se rapprocher des bords. Et à l'inverse, si elle est noire et blanc, j'ai rien. Et donc là, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est isoler nos tons de peau, donc isoler le visage. Donc là, je vais rapidement recadrer l'image, donc il n'y a pas besoin d'être ultra précis non plus. Voilà, donc là, j'ai isolé son visage. Donc j'y vois déjà beaucoup plus clair dans mon Vectorscope. Et en fait, là, il y a cette petite ligne. Et en fait, cette ligne nous montre où doivent se trouver les tons de peau pour avoir des tons de peau réalistes. Et donc là, en fait, le petit trait qu'on voit, on voit qu'il n'est pas parfaitement aligné sur cette ligne. Il en est pas très loin, mais ça nous dit que nos tons de peau sont trop rouges. Et donc, pour corriger ça, c'est pas très compliqué. On va reprendre nos petits trous et on va jouer avec les petits curseurs de teinte. Donc généralement les tons de peau, ils sont dans les tons intermédiaires et dans les hautes lumières. Donc là, si je prends mes tons intermédiaires, donc je sais que j'ai trop de rouge, donc je vais essayer d'aller un peu plus vers le jaune et regarder ce qui se passe dans mon Vectorscope. Hop, ça se rapproche un petit peu. Donc j'y vais à tâtons, je garde toujours un œil sur mon retour vidéo aussi pour pas finir avec ce genre d'image. Idem, je vais essayer de jouer sur mes hautes lumières. Voilà. Donc là, si je fais l'avant-après, on voit qu'effectivement, les tons de peau étaient très froids, qu'ils allaient beaucoup trop sur le rouge. Et si on met maintenant, on voit que dans le Vectorscope, on s'est quand même bien rapproché de la ligne. Par contre, là, quand on va enlever le recadrage, on voit que les modifications qu'on a fait pour la peau, elles se sont appliquées à toute l'image, ce qu'on ne voulait pas. Et donc en fait, pour ça, dans tous les logiciels, vous avez ce qu'on appelle des masques. Donc un masque, ça permet d'isoler une zone de l'image pour n'appliquer le traitement qu'à cette zone-là. Voilà. Donc voilà, là si je fais mon avant-après, vous voyez que son visage avant était très rose et maintenant les tons de peau sont beaucoup plus chaleureux. Alors peut-être un peu trop, c'est vrai qu'on peut les ajuster pour que ça se fonde mieux avec le reste de l'image. Et voilà.
Donc là effectivement avec le masque qu'on a mis, c'est vrai que ça concerne aussi les cheveux. Donc il existe des masques pour être beaucoup plus précis que ça, mais déjà avec des masques de type ellipse ou rectangle, on fait quand même beaucoup de choses. C'est très important de connaître ça pour vraiment faire des retouches locales quand on en a besoin. Donc l'image suivante, elle est assez intéressante parce qu'elle montre vraiment à quel point c'est important d'avoir notre profil d'image avec le moins de contraste possible. Si on avait laissé notre profil d'image en standard, on aurait certainement eu une image qui aurait ressemblé à ça. C'est-à-dire avec quasiment aucun détail dans les tons foncés. Et ça, en vidéo, si on n'a pas de détails, on peut pas les retrouver après. Donc là, on a une image qui est totalement plate, mais heureusement, comme ça, on voit qu'on a quand même du détail dans les cheveux, dans les immeubles ici, dans les arbres. Et donc là, maintenant, on peut vraiment faire à notre sauce. Donc là, comme tout à l'heure, hop, je vais gérer mon contraste comme je l'entends. Voilà, ma saturation, c'était un lever de soleil, donc on avait beaucoup de couleurs de tons jaune orangé. Et donc là en fait ce que je vais montrer sur cette image c'est ce qu'on appelle le teal and orange. Donc c'est un look que vous verrez dans beaucoup de films américains. Et en fait le principe ça va être d'ajouter des tons orange-rouge dans les hautes lumières et des tons turquoise, voilà, dans les ombres. Et ça c'est un style qui est très courant, qu'on voit beaucoup et qui marche assez bien. Pourquoi? Parce que ce orange et ce turquoise ce sont deux couleurs complémentaires, donc qui sont complètement opposées sur le cercle. Et donc visuellement ça crée un contraste de couleurs qui est très intéressant. Par contre, c'est vraiment un effet qu'il faut utiliser avec parcimonie. Et aussi, si j'ai envie de pousser le look un peu plus loin dans cette image, j'ai un autre outil qui est vachement intéressant et c'est l'outil courbe. Les courbes, c'est un peu comme les roues de couleur qu'on a vu précédemment, sauf que ça va permettre d'être beaucoup plus précis. Le principe, c'est que notre image, là vous voyez, tout à gauche, on va toucher les tons noirs, et plus on va vers la droite, plus on va s'attaquer aux tons clairs. Et donc plutôt que d'avoir une image scindée en 3 parties comme le font les roues avec les hautes lumières, les tons intermédiaires et les tons foncés, là on peut vraiment être ultra précis et créer un point n'importe où sur notre courbe pour vraiment affiner le niveau de lumière qu'on veut traiter. Donc imaginons que là j'ai envie d'augmenter mes hautes lumières, je vais placer un point dans la partie droite de ma courbe et jouer avec pour vraiment augmenter ou baisser comme je le veux, déplacer le point où je veux. Donc voilà, ça permet vraiment d'être très précis. Donc c'est un outil qui est assez compliqué à maîtriser, mais c'est vrai que ça permet vraiment de donner du caractère à notre image en peaufinant bien nos niveaux de lumière. Et d'ailleurs, il y a un look qu'on voit un peu partout malheureusement sur YouTube. C'est ce style de look là, super délavé, pseudo vintage. Voilà, ce genre de look très Instagram. Et donc c'est comme ça qu'on fait en fait, c'est en se servant des courbes et en montant le niveau de luminosité de nos tons noirs. C'est ce qui donne cet aspect délavé. Et donc maintenant notre dernière image, je vais rien vous apprendre de plus, on va vraiment appliquer tout ce qu'on a déjà vu et on va essayer de la rendre la plus jolie possible. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a pas mal passé en revue tout ce qui touche à l'étalonnage des couleurs. Bien sûr, on peut toujours détailler et aller plus loin, mais déjà là, je pense que ça vous donne un bon point de départ et pas mal de bases. Donc j'espère que vous avez aimé ces vidéos, que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé, et même pourquoi pas, que ça vous a donné envie de vous mettre à la vidéo. Donc si ça vous intéresse de voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça ferait super plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao!